Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à cette entrevue en direct du projet Je m'oriente en live proposé par Jeune Explose Stage d'un jour. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est François-Xavier Arbeck, je suis conseiller d'orientation et l'animateur pour l'activité. Ça me fait plaisir d'animer cette entrevue avec vous. Vous savez, les jeunes à la maison, c'est une belle façon d'explorer des métiers et des professions afin de vous aider, de vous guider dans votre processus de choix de carrière. Alors, pour lancer en grand retour l'entrevue, on est très heureux d'accueillir Madame Gouin. Madame Gouin, qui travaille à son propre compte. Juste pour mentionner, tout au long de l'entrevue, les jeunes à la maison, si vous avez des questions pour notre mentor, merci de les écrire dans les commentaires. Je vais pouvoir les lire et les demander à notre invité aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va accueillir Madame Julie Gouin. Bonjour. Bonjour François-Xavier, tu peux m'appeler Julie. Oui, merci. Sans plus tarder, là, quel métier exercez-vous? Quelle profession? Bien, moi, ma profession, je suis conseillère d'orientation, donc je suis membre de l'Ordre des conseillers d'orientation du Québec. Et donc, je pratique à mon propre compte, c'est-à-dire que je n'ai pas un employeur, je suis travailleuse autonome. J'ai mon propre cabinet privé où est-ce que j'ai des clients jeunes et adultes qui viennent me consulter, mais j'ai aussi des clients qui sont des organisations. Donc, des organisations qui me demandent, par exemple, de faire l'évaluation de potentiel de leur gestionnaire ou s'ils doivent mettre à pied un employé, bien, leur offre des services de transition de carrière. Donc, c'est des choses que je fais à mon propre compte, mais je le fais aussi comme pigiste auprès de différentes firmes. Fait que je collabore avec toutes sortes d'organisations. C'est super intéressant. Donc, on peut accompagner des gens dans les transitions de carrière demandées par un employeur. Puis là, il y a un aspect un peu plus peut-être ressources humaines. Puis il y a aussi un aspect où est-ce que c'est des clients peut-être plus en individuel, ou est-ce que c'est au niveau de la relation d'aide plus? Oui, bien c'est ça. Moi, en fait, je peux parler un peu de mon parcours. Là. Moi, à la base, j'ai fait un bac en études internationales et langues modernes parce que je me disais, ben, je veux avoir un impact positif sur le monde. Je me voyais travailler dans le domaine des relations internationales. Mais en commençant à travailler, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand c'est macro comme ça, comme les relations internationales, bien, on ne voit pas nécessairement l'impact qu'on peut avoir. Puis ça m'a donné envie de travailler plus dans le domaine. En fait, c'est un peu le hasard là, qui m'a amené à m'impliquer auprès d'une organisation à l'université où est-ce que je gérais un programme de stages internationaux qui s'appelle ISEC. Et j'ai travaillé à l'international. Je suis allée en Asie. Puis en Asie, là, je travaillais pour cette organisation-là. J'aidais des entreprises avec le recrutement. Et ça m'a fait réaliser que ce que j'aimais dans le recrutement, c'était pas tant de recruter des gens pour l'entreprise que d'aider la personne que je recrutais à s'épanouir dans sa carrière. Fait que ça m'a amené à vouloir aller me former en orientation. Fait que j'ai fait une maîtrise en sciences de l'orientation, mais comme j'avais un bac dans un autre domaine, il a fallu que je fasse une scolarité préparatoire. Là. Donc, j'ai comme un demi-bac en orientation plus la maîtrise. Puis, mon but, quand j'ai fait ma maîtrise, c'était vraiment de devenir conseillère d'orientation à mon compte. Fait que j'ai tout de suite démarré ma pratique privée dès la fin de mes études, mais j'ai aussi le temps de me faire connaître, de bâtir ma clientèle. J'ai occupé des emplois à temps partiel, j'ai fait de la pige pour différentes firmes. Donc, dans le domaine de l'orientation, j'ai occupé des emplois qui sont reliés aux ressources humaines ou à l'éducation. Par exemple, j'ai été responsable de stage dans un cégep. Ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs aspects. Là, ça a commencé dans un autre domaine, et puis c'est possible là, de transiter d'un domaine comme c'était plus hors la lettre. Vous avez dit que c'était un baccalauréat. En fait, mon bac était en études internationales et langues modernes. Donc, oui. Puis après ça, c'est possible d'aller faire une maîtrise en orientation, puis de bifurquer davantage vers un métier spécialisé. Puis, il y a tout l'aspect aussi d'aller travailler à l'international. Il y a plein d'aspects positifs d'aller en début de carrière. Bien, c'est ça. Moi, quand j'ai fini mon bac, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et comme tu le dis, c'est possible, oui, de changer d'un domaine à un autre. Donc, quand moi, j'ai fait la transition d'études internationales à orientation, je pensais que je mettais ça derrière moi, les études internationales. Mais en fait, avec du recul, je vois comment ça me sert aujourd'hui. Bon, j'ai de la clientèle j'ai de la clientèle qui sont des personnes nouvellement arrivées au Québec, mais j'ai aussi travaillé comme conseillère pédagogique à la mobilité internationale dans un cégep. Donc, le fait d'être CO, c'était pas une exigence pour ce poste-là, mais ça amène une couleur intéressante parce que ce que ça permet, la mobilité internationale, s'il y en a parmi vous à la maison là, qui avaient fait des séjours
dans un autre pays ou Québec sans frontières, des stages comme ça, bien, ça permet d'apprendre à se connaître beaucoup, des expériences qui nous sortent de notre zone de confort. C'est très riche pour le développement de l'identité. Donc, moi, ayant été moi-même travailler à l'étranger après mon bac, j'ai vécu différentes choses et j'utilise ça dans mon rôle de CEO aujourd'hui. Puis j'ai aussi fait des mandats de développement international à l'étranger sur des projets financés par Affaires mondiales Canada ou par l'Agence américaine de développement international, où est-ce que je suis allée donner de la formation de formateurs au Maroc et au Mali. Donc, je formais des professionnels là-bas pour les outiller sur les stratégies de développement de carrière là, pour qu'eux, ils accompagnent des jeunes, mais avec l'expertise, c'est un partage d'expérience et d'expertise là, du Québec. Fait que moi, j'ai trouvé ça très riche comme expérience là, parce que ça m'a appris beaucoup, mais j'étais contente aussi de pouvoir contribuer à partager mon expertise. Pour les jeunes à la maison qui aimeraient ça aller faire peut-être du travail à l'international, c'est quoi les voies d'accès ou les portes possibles là, qui seraient intéressantes? On parlait de trucs au Canada ou aux États-Unis? Quand on est étudiant, là, il y a plein de programmes auxquels on peut avoir accès qui visent à stimuler les jeunes à vivre des expériences. Par exemple, peut-être vous connaissez les Offices jeunesse internationaux du Québec qui financent des stages à l'étranger ou des opportunités là, de participer à des congrès ou des choses comme ça. Il y a aussi Québec sans frontières, donc vous avez peut-être déjà entendu parler, là, donc d'aller faire la coopération internationale à l'étranger. Il y a des programmes aussi avec le gouvernement fédéral. Peut-être une occasion aussi de faire une session d'études à l'étranger. Moi, quand j'étais au secondaire, j'ai fait une session, 3 mois en un échange en Allemagne, puis ensuite l'Allemande chez qui je résidais est venue habiter 3 mois au Québec. Fait que c'est des expériences qui nous permettent vraiment de nous connaître là, quand on est confronté à des difficultés de s'adapter dans un autre pays, de ne pas connaître la langue. Ça nous sort de notre zone de confort, puis ça nous permet de découvrir nos forces. Il doit y avoir des jeunes qui ont peur à la maison, peut-être d'aller faire de faire le pas, là, puis d'aller peut-être vivre 3 mois en Allemagne. Ça peut être intimidant, je connais pas la langue. Est-ce que tu as été confronté à ça? C'est certain. Moi, quand je repense à mon séjour en Allemagne, je peux pas dire que j'ai tripé à vivre cette expérience-là, mais j'ai beaucoup appris. Fait que ça a été très riche comme expérience, mais j'ai vécu des difficultés, je m'ennuyais de la maison, j'ai pas trouvé ça facile. Mais c'est pas tout le monde qui est obligé de partir pendant 3 mois. Là. Il y a plusieurs opportunités de s'initier à différentes choses. Puis quand on veut travailler à l'international pendant nos études, pendant notre carrière, on peut aller résider à l'international, mais il y a des façons aussi d'aller participer à un congrès à l'international ou d'être invité à parler à un congrès. Moi, dans mon cas, c'était des séjours de 2 à 3 semaines là, où est-ce que j'allais donner de la formation. Mais il y a différentes choses qu'on peut faire. Puis je pense que c'est aussi, ça dépend des stades de notre carrière. Là. Donc, quand j'ai fait ces jours-là où est-ce que je donnais de la formation, mais je n'avais pas d'enfant. Là, maintenant, j'ai un petit 2 ans, fait que ça va être pas dans mes priorités de partir 3 semaines à la fois là, dans les prochaines années. Mais c'est quelque chose que je vais pouvoir faire à nouveau peut-être quand il va être un peu plus vieux. Puis des voyages, là, c'est vraiment quelque chose qui va venir, comment on dit, sculpter le caractère de la personne, hein, parce que ça forge un peu le caractère d'aller vivre des expériences qui sortent de l'ordinaire. Puis en plus de ça, tu peux en parler à tes clients quand ils viennent te consulter en orientation pour une voie, une possibilité là, pour leur choix de carrière. Oui, moi, j'encourage souvent quand j'ai des clients de secondaire, là, ça arrive souvent que je leur parle de différentes opportunités, comme je pense à une cliente qui ne savait pas du tout ce qu'elle voulait faire, puis je l'encourageais à aller faire le programme Explore là, qui est au Canada, donc d'aller apprendre l'anglais dans une autre ville au Canada pendant 5 semaines, mais juste d'être sorti de son milieu familial. Donc, on n'habite pas à la maison, on ne connaît personne, il faut rebâtir un cercle social. Ça nous fait sortir de notre zone de confort, puis ça nous permet de mieux nous connaître. C'est comme ça qu'on prend confiance en nos capacités, puis qu'on se découvre des forces. Puis moi, d'ailleurs, tout ce qui est apprentissage expérientiel, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Là. Moi, j'ai beaucoup voyagé par moi-même. J'ai fait beaucoup de voyages à vélo. Donc, j'adore le cyclotourisme. Là, un peu, on part sans trop savoir où est-ce qu'on s'en va.
Et donc, j'adore le plein air. Ça m'a amené à faire un DESS en intervention par la nature et l'aventure après ma maîtrise en orientation. Donc, c'est une formation complémentaire là, pour aller me chercher d'autres outils. Et donc, dans cette formation-là, qui était une formation qui s'offre à toutes sortes d'intervenants, là, dans ma cohorte, il y avait des médecins, travailleurs sociaux, kinésiologues, psychoéducateurs, enseignants, pour permettre d'utiliser le contexte de plein air et d'aventure dans notre pratique. Fait que dans mon cas, à moi, c'était en orientation, donc c'est-à-dire d'intervenir sur l'identité. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai organisé avec un groupe de femmes un tour du lac Saint-Jean en vélo camping pendant 4 jours. Fait que c'était pour leur permettre de vivre une expérience de dépassement de soi, où est-ce que développer la confiance en soi puis la connaissance de soi. Puis là, j'avais intégré là, différentes activités de groupe, d'intervention en groupe en orientation à travers cette expérience-là. Donc, on avait des discussions autour du feu le soir pour vraiment intervenir sur l'identité. Donc, les femmes qui ont participé, ben, se sont découvert des forces dont elles n'avaient peut-être pas conscience. Donc, venues affirmer plus fortement leurs valeurs, leurs intérêts, leur identité. Fait que ça, c'est des genres de choses qu'on peut faire que la formation en orientation, c'est pas nécessairement ça qui mène à faire des activités comme ça. Mais donc, en tant que spécialiste là, de développement d'identité, de la relation individu, travail, formation, mais j'y apporte ma couleur à moi, là, qui peut être avec l'international ou avec le plein air. Moi, j'aime être travailleuse autonome parce que ça m'a permis de me forger une carrière à mon image, que je suis toujours en train d'apprendre différentes choses parce que j'ai une très grande curiosité. Puis si j'étais toujours dans le même poste, faire la même chose chaque année pendant des années, mais je m'ennuierais. Mais la profession d'orientation me permet de toucher à plein de choses puis de laisser ma carrière évoluer là, tout en restant CO. Tout à fait, là. Puis de mettre des gens en contexte de plein air, de les mettre à faire des voyages à l'international, ça peut être stressant chez l'individu, mais là, on reconnaît la personne. Hein? Donc, la personne est confrontée à la réalité de, je sais pas, moi, il faut que je pédale tout le long du lac Saint-Jean, puis il peut avoir des sensations, des émotions fortes. Là, ça nous permet de faire une auto-réflexion sur qui qu'on est, j'imagine. Exactement. Donc, moi, je considère que c'est les expériences qui nous sortent de notre zone de confort qui nous permettent le plus de nous connaître et de nous développer. Fait qu'il faut encourager les gens avec des expériences comme ça, tout en restant dans un niveau de pas trop en dehors de la zone de confort parce que sinon, on tombe dans la zone de panique. Là, c'est pas ça qu'on veut. Ouais. Mais il y a plein d'opportunités qui existent pour vivre des expériences qui nous permettent de nous développer. Puis souvent, peut-être vous à la maison, il y en a qui sont au secondaire, mais souvent ceux qui vont faire beaucoup d'activités parascolaires ou qui ont un emploi étudiant ou qui font des choses en dehors des cours, ils vont avoir eu des occasions de se connaître, de se développer, que c'est peut-être pas le cas pour ceux qui sont pas nécessairement impliqués là, dans différentes choses en dehors des cours. C'est vraiment intéressant. Et puis là, Julie, tu occupes plusieurs mandats. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement à quoi ça ressemble une journée de type dans ton travail? C'est quoi les principales tâches qui reviennent au quotidien? Oui, bien, ce qui est le fun quand on est à son compte et qu'on fait une variété de choses, c'est que c'est pas toujours la même chose. Hein? Je peux te parler de ma semaine, la semaine passée, par exemple. J'avais des rencontres avec des clients en orientation dans ma pratique privée, donc certains en personne, puis certains en virtuel. Il y en a qui étaient des étudiants, il y en a une qui était une gestionnaire qui est en arrêt de travail en ce moment et qui se demande qu'est-ce qu'elle veut faire. J'ai aussi eu des clients via une firme pour laquelle je suis pigiste, donc un ancien employé que sa compagnie lui paye un processus de transition de carrière vu qu'ils ont mis fin à son emploi parce qu'il n'y avait plus besoin de ses services. J'ai aussi fait des évaluations de potentiel, donc c'est-à-dire je rencontre des candidats à un poste de gestion. Ils ont passé des tests psychométriques, on a fait une simulation là, on leur donne des documents où est-ce qu'ils sont comme dans un poste de gestionnaire puis ils ont différentes situations à gérer puis à prioriser. Donc, moi, je leur pose des questions là-dessus puis je fais une entrevue. Je leur permets de partager un peu comment ils fonctionnent comme gestionnaire. Puis ensuite, j'analyse tout ça, les tests psychométriques pour voir où sont leurs forces puis où sont leurs points de vigilance en lien avec le poste de gestionnaire. Je fais des rétroactions aux candidats suite à un processus. Je fais des prise de besoin avec un employeur, c'est-à-dire qu'avant de faire un processus d'évaluation, je vais poser des questions à l'employeur sur le contexte du poste. Je leur présente aussi les rétroactions les rapports que j'ai rédigés.
La semaine passée, je suis aussi aller donner une formation à Trois-Rivières pour une compagnie où est-ce que j'animais un atelier en lien avec les stratégies d'attraction de main-d'œuvre et le rôle que les employés peuvent jouer dans le recrutement. Je fais des suivis courriels, des suivis par téléphone. Donc, c'est assez varié, là. C'est un peu moi qui décide quand je travaille et quand je travaille pas. Puis être travailleuse autonome, mais ça me permet, si je dis je veux pas travailler cette semaine, j'ai pas de permission à demander. Par contre, je dois m'assurer d'être professionnelle puis de maintenir un bon lien avec mes clients puis qu'ils peuvent avoir confiance que je vais être disponible pour eux quand ils en ont besoin parce que c'est ma réputation qui est en jeu, là. Si Julie Gouin, CO, n'a pas une bonne réputation, mais je n'ai plus de clients. Effectivement, là, donc c'est beaucoup le bouche à oreille qui peut attirer des clients, tout dépendant de la qualité du processus, comment que ça se passe, il peut y avoir des retours ou des difficultés. Puis, c'est important d'en parler. Donc, quand on est travailleur autonome, c'est sûr qu'on n'a pas de compte à rendre nécessairement à un employeur. C'est nous qui facturons directement les clients. Mais il y a aussi un aspect où ce que la sécurité d'emploi est pas automatique, là. C'est-à-dire que si on travaille pas, il y a rien qui rentre, si je peux dire. Mm-hmm. C'est ça, c'est important d'être à l'aise avec l'incertitude quand on est travailleur autonome. Tu l'as dit, on n'a pas de compte à rendre à un employeur, mais on a des comptes à rendre à beaucoup de clients. Donc, si les clients sont pas satisfaits de nous, on peut les perdre. Mais en même temps, on faut aussi se connaître qui on est puis notre couleur. Puis moi, je suis pas la meilleure CO pour la terre entière. Donc, je vais attirer une clientèle qui se retrouve dans mon style. Bon, on me dit qu'on aime mon authenticité, mon côté assez franche. Donc, des gens qui aiment se faire challenger puis se dire les vraies affaires sont à l'aise avec moi. Mais il y en a peut-être qui aimeraient moins mon style, puis c'est correct. Là, le but, c'est pas d'être la meilleure pour tout le monde, c'est de s'afficher clairement puis être cohérent avec qui on est. Une autre de mes forces que moi, je trouve m'aide dans ma carrière de CO, c'est que j'ai une grande curiosité puis j'aime ça être au courant de tout, là. Moi, dans mes amis ou ma famille, c'est moi qui dis « Hey, t'as-tu vu telle opportunité? Il y a une bourse pour ça, il y a un stage pour ça, ou t'as-tu pensé poser ta candidature sur ce poste-là? » Donc, il y a beaucoup de personnes dans mon réseau à qui, hors de mon rôle de CO, là, j'ai trouvé des emplois parce que j'ai cette curiosité-là. Là, je suis celle qui aime être au courant de tout. Fait que c'est utile de se garder au courant de les processus d'admission, les nouveaux programmes qui existent, comment une organisation évolue pour mieux jouer mon rôle. Mais donc, tu parlais de la sécurité d'emploi, c'est ça, il n'y a pas de garantie. Mais en même temps, dans notre époque actuelle, il manque de monde partout. Fait que quand on a des compétents, moi, c'est ça mon employabilité, ma sécurité d'emploi, c'est ma compétence puis de me garder à jour pour toujours rester pertinente pour mes clients. Mais quand on commence, c'est pas évident. Faut être à l'aise qu'on n'aura peut-être pas certaines rentrées d'argent. Fait que moi, ce que j'ai fait au début, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai pris des emplois à temps partiel, des contrats temporaires qui me permettent d'avoir un revenu salarié assuré tout en étant travailleuse autonome. Puis là, de collaborer avec des entreprises pour lesquelles je suis pigiste, ça m'assure une certaine sécurité de revenus tout en me laissant la liberté qui est si importante pour moi. Mais ça va dépendre des besoins de chacun. Puis mon rôle comme CO, c'est d'aider le client justement à connaître ses besoins. Moi, la liberté est beaucoup plus importante que la sécurité d'emploi pour moi. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Fait que c'est ça un peu qu'un client va faire dans une démarche d'orientation, c'est d'être capable de mettre des mots sur c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses forces, ses intérêts, ses valeurs, ses ressources, ses contraintes, ses croyances, d'essayer de démêler tout ça pour savoir qui est vraiment et de quoi il a besoin pour être épanoui au travail. Puis, ça montre quand même aussi une certaine rigueur, une discipline au niveau du travail autonome. Quelle grande qualité crois-tu qui serait la meilleure là, pour un travailleur autonome là, pour arriver à ses fins, pour être capable de vivre avec son travail? Il faut une certaine constance, puis il faut être discipliné parce que il faut toujours mettre des efforts pour se faire connaître puis développer son réseau. Moi, je suis une personne assez extravertie, donc c'est facile pour moi d'aller vers les gens. Fait que ça facilite de me faire connaître. Je participe à des événements de réseautage. Je suis membre de la Jeune Chambre de commerce de Québec. Donc, je fais aussi du bénévolat. Puis mon bénévolat, que je le fais pas pour me faire connaître, mais par la bande, ça m'aide à me faire connaître. Là, par exemple, je suis bénévole expert chez Bénévoles d'expertise, qui est un organisme qui appuie des organismes communautaires avec des
des consultants bénévoles, là, si on peut dire. Fait que je fais des mandats en lien avec la gouvernance, la planification stratégique, des enjeux en lien avec les ressources humaines, ou est-ce que j'accompagne des organismes bénévolement pour les aider là-dedans. Puis, si je reviens sur la formation associée à votre profession de conseillère d'orientation, oui, il y a la maîtrise en sciences d'orientation. Avant ça, vous étiez dans un autre domaine, bac intégré en études internationales et langues modernes. Puis, vous avez additionné, là, un peu comme une valeur ajoutée, un DESS en intervention par la nature et l'aventure. Oui. Puis là, ce que je vois, vous avez un AEC peut-être? Oui, j'ai aussi fait une AEC en développement communautaire et relations interculturelles. Ah oui. Comment ça, qu'est-ce que ça bonifie chez vous? Ben, en fait, étant donné que j'ai déjà un bac en études internationales, c'est une AEC que j'ai fait qui est un peu sous une forme de reconnaissance d'acquis, si on peut dire, là, donc basée sur mon expérience au Vietnam. Fait que ça vient un peu consolider mes compétences interculturelles, mais c'est de réfléchir. Les études, c'est au-delà du diplôme, ça nous permet de nous-mêmes réfléchir nos propres pratiques et nos connaissances pour les rendre plus claires et les structurer. Donc, de venir asseoir un peu mes compétences en lien avec analyser un contexte d'une communauté ou d'une société, voir les différences interculturelles, être capable de m'ajuster ou m'adapter en fonction du contexte. Fait que c'est quelque chose que j'ai fait récemment, là, mais un peu plus pour moi-même que pour le marché du travail, si je peux dire. C'est intéressant. Donc, on voit là, que l'objet de travail, c'est vraiment orienté vers les personnes, que ce soit au niveau de la culture, du développement personnel, professionnel. Donc, je pense que tu es vraiment dans ton domaine. Là. Oui, c'est ça. Ben, je m'intéresse beaucoup aux individus, mais dans le contexte des organisations. Donc, comment les organisations fonctionnent, c'est des individus qui prennent les décisions dans les organisations. Donc, qu'est-ce qui amène quelqu'un à agir de telle façon ou pas? C'est quoi les contextes favorables à ce que les gens se sentent bien puis puissent être eux-mêmes? Parce que moi, mon rêve, ce serait que tout le monde se connaisse assez bien et ait assez confiance en soi pour se laisser la chance d'être pleinement soi-même au travail pour que tout le monde soit épanoui. Parce qu'on est tous différents et on a chacun des forces, des particularités différentes qui peuvent être mises à profit dans différents contextes. Oui. Mais c'est une belle approche, ça. C'est très humaniste. Puis, ben, c'est ça, ça ne travaille pas juste dans les écoles, ça peut travailler en employabilité, dans le secteur privé. Ça peut même dans le contexte organisationnel qui ressemble aussi aux ressources humaines. Oui. Puis, c'est ça qui est intéressant. Au niveau de la mixité en emploi, y a-t-il plus de femmes, plus d'hommes qui travaillent dans votre domaine? Je pense que j'ai une petite idée. C'est une profession assez féminine, là, les conseils d'orientation. Mais n'importe qui s'intéresse à l'humain, qui aime comprendre la personnalité, comment les gens agissent, pourquoi ils agissent de cette façon-là. Donc, moi, ce que j'aime de ma profession, c'est vraiment d'aider la personne à se connaître puis s'épanouir. Donc, d'aider. Il y a souvent des gens qui me consultent que ils se connaissent, mais ils n'ont pas assez de confiance en eux. Fait que des fois, d'être capable de mettre des mots puis de dire, ben moi, c'est ça mes forces, c'est là-dedans que je suis bonne. Donc, d'être capable de s'affirmer pour vraiment pouvoir s'épanouir au travail. Je trouve que c'est très riche. On a une formation en psychologie. S'affirmer pour qu'ils aient confiance en eux. Oui, pour être bien, parce que quand on ne sent pas qu'on peut être nous-mêmes, mais c'est là que c'est difficile à vivre. Puis, la formation d'orientation, c'est une formation on a plein de cours en psychologie, c'est du counseling, mais on travaille avec les forces des personnes, avec leurs rêves. Moi, je trouve ça vraiment stimulant, là, dont on est là à permettre aux gens de se déployer, de s'épanouir. Effectivement, alors on touche vraiment un aspect chez l'individu là, qui est important pour eux. Puis on voit davantage, c'est quoi son estime de soi, pourquoi il parvient pas à atteindre ses buts. C'est fascinant. Puis, quelles sont les autres rétroactions que tu retiens là, qu'est-ce qu'ils te disent les clients? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'ils me disent par rapport au processus? Oui, c'est ça. Donc, ils ont fait le processus d'orientation avec toi. Puis là, qu'est-ce qu'ils retiennent? Qu'est-ce qui est mis de l'avant chez. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vont souvent me dire que maintenant, ils voient plus clair. Donc, des fois, ils arrivent et ils me disent, moi, je veux faire un poste. J'avais une cliente récemment, elle me disait, moi, je veux quitter mon emploi puis je veux devenir fonctionnaire. Ça, c'était ça, sa demande. Mais moi, mon rôle, en la rencontrant, c'est de creuser puis voir c'est quoi le véritable besoin derrière qu'est-ce qu'elle nomme.
Puis là, on identifie toutes sortes de sources d'insatisfaction ou de satisfaction qui sont liées à sa job actuelle, mais aussi qui peuvent être liées à d'autres contextes dans sa vie personnelle. Il y a aussi des fois des enjeux qui sont liés à la personne, qu'on se rend compte que, mais cet enjeu-là, si tu mets pas si tu le règles pas par rapport à toi, tu vas le traîner d'une compagnie à une autre. C'est pas parce que tu changes d'emploi que ça va se régler. Fait que des aider à prendre du recul puis de voir leur situation sous un autre angle. Aussi, des fois, on va travailler sur des croyances qui nuisent aux personnes. Je donne un exemple. Là, j'avais une cliente qui était enseignante, puis là, elle avait l'impression que si elle faisait pas une job en lien avec son bac, donc être enseignante, même si, en fait, dans le bac en enseignement, on développe toutes sortes d'autres compétences qui peuvent être utilisées ailleurs, ben, elle voyait ça comme un échec de pas devenir enseignante. Mais moi, mon rôle, ben, c'est de l'accompagner à voir, ben, c'est quoi ses besoins à elle, c'est quoi ses forces, qu'est-ce qu'elle a appris dans sa formation qu'elle peut utiliser ailleurs, puis de voir sous un œil plus positif l'idée d'aller travailler dans un autre domaine en fonction de sa réalité et ses besoins à elle. Quand on est au secondaire, là, peut-être vous à la maison, vous pensez à des professions, vous pensez à des formations qui mènent à une profession spécifique. Là. Donc, je vais aller en médecine, je vais devenir médecin, je vais aller en droit, je vais devenir avocat. Mais il y a tout plein de formations qui mènent à différents jobs. Là. On fait un bac en anthropologie, on n'est pas obligé de devenir anthropologue. On fait un bac en sociologie, on n'a pas besoin de devenir sociologue, mais on va avoir des compétences reliées. Donc, une personne qui a un bac en anthropologie ben, peut travailler comme intervenante en immigration, intervenante interculturelle. Ou je connais quelqu'un qui a fait une maîtrise en sociologie, puis elle travaille en gestion du changement dans les organisations. Fait que sa formation en sociologie lui permet de faire une bonne lecture des interactions entre les individus pour jouer son rôle en gestion du changement. C'est fascinant. Fait que dans le fond, on trouve notre couleur, on trouve dans quoi qu'on est bon pour intervenir, puis on peut se spécialiser davantage dans une des branches là, ou d'une variété de branches, puis qui fait que notre job, elle change tout le temps, puis elle reste stimulante. C'est ça, c'est vrai pour les CO, mais c'est vrai pour toutes les professions. Là, en tout cas, je vous souhaite à tout le monde d'être capable de connaître votre couleur, d'être capable de la déployer, que ce soit au travail ou ailleurs, là, parce que le travail n'est pas obligé de combler tous nos besoins d'actualisation de soi dans la vie. Fait que des fois, il y a des gens qui ont des talents qui sont mis à profit dans d'autres choses que le travail. Moi, je vous souhaite d'être capable de le faire. Tu me parlais aussi je pense que tu me posais la question avant l'entrevue, à savoir si on peut travailler à distance. Avec la pandémie, je dirais qu'il y a beaucoup de clients qui demandent à me consulter à distance parce qu'ils peuvent le faire sur l'heure du midi pendant qu'ils sont au travail, par exemple. Puis les gens qui viennent consulter en orientation ne vont pas tous changer d'emploi ou ne vont pas tous retourner aux études. Des fois, c'est pour y voir plus clair et essayer de régler une problématique parce qu'ils vont ruminer dans leur tête quelque chose qui ne marche pas ou une difficulté vécue avec un patron, avec des collègues ou un sentiment de ne pas être à la bonne place, mais en analysant ça plus en détail, en mettant des mots sur les besoins, bien, on peut trouver des solutions qui vont permettre à la personne d'être plus satisfaite puis de retomber en amour avec sa job ou de rechoisir sa job, mais en ayant un regard différent puis en ayant des stratégies pour s'adapter aux difficultés du contexte. J'ai utilisé des choses là, qui sont tellement vraies puis que tu parviens à mettre des mots sur des tensions, des feelings que les gens peuvent ressentir dans le contexte de travail, mais qui ne parviennent pas des fois à voir qu'est-ce qui cloche. Je trouve que tu occupes vraiment un travail là, important pour amener les gens à transiter ou à évoluer dans leur carrière. Ben merci. Qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant qui a le même objectif de carrière que toi, c'est-à-dire d'aller comme conseillère d'orientation au privé? Ben, quelqu'un qui veut se développer au privé, bien, premièrement, il faut avoir des compétences parce que si tu veux devenir travailleur autonome, bien, il faut que tu aies un service à offrir. Puis pour que les gens soient prêts à payer sur ce service-là, bien, il faut que tu aies des compétences. Fait que d'aller suivre la formation pour être CO, donc une maîtrise. Mais si on a fait d'autres choses avant, mais c'est de voir bien, comment ces choses-là peuvent nous servir. Moi, dans mon cas, c'était les études internationales et les langues. Donc, je parle anglais aussi. Ça m'a beaucoup servi dans ma carrière. Puis pendant les études, d'essayer de vivre toutes sortes d'expériences ou de développer son réseau pour se faire connaître. Puis comme je nommais tout à l'heure, s'il y a une insécurité financière, bien, de voir comment est-ce qu'on peut conjuguer, peut-être prendre des contrats ou faire du temps partiel. Il y a beaucoup d'organisations qui ont des emplois à temps partiel à combler à l'occasion et de démarrer sa pratique privée en parallèle là, pour essayer, voir si ça vous convient.
Ouais. De juste y aller, puis d'essayer, voir, essayer des affaires, ça va probablement déboucher dans quelque chose qui va vous ressembler. Mais on prend des risques. Des fois, ça ne marche pas tout le temps, mais on apprend. Excellent. Donc, en terminant, un grand merci à notre mentor passionné, Julie Gouin, pour ta participation et ton temps aujourd'hui. Et pour les jeunes qui nous écoutent, j'espère que la rencontre virtuelle a pu répondre à des questions par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Je vous félicite d'avoir pris le temps de vous connecter avec nous. Puis en mon nom et celui de l'équipe de Jeunes Explorateurs, Stage d'un jour, merci beaucoup. Bonne journée.